Pour bien finir l'année, je vous propose une vidéo un peu spéciale. Nous allons revenir ensemble sur les nouvelles scientifiques qui ont secoué Internet en 2025. De la possibilité de vivre à l'intérieur d'un trou noir aux dernières découvertes sur la vie sur Mars, préparez-vous à des nouvelles folles. On commence avec une nouvelle théorie totalement dingue. Et si notre univers entier se trouvait en fait à l'intérieur d'un trou noir gigantesque? Cette théorie récemment dévoilée remet en question tout ce que nous savons de la physique. Si l'idée se vérifie, cela pourrait transformer notre compréhension de l'espace et du temps à jamais. Waouh, je sais pas pour vous, mais je trouve cette théorie bouleversante. Mais on est loin d'avoir fini. La NASA a fait en fin d'année une annonce qui va faire trembler notre vision de l'univers. Des traces potentielles de vie sur Mars ont été découvertes. Alors la question se pose, allons-nous bientôt trouver des preuves d'une existence extraterrestre dans notre système solaire? Ce serait fou de trouver enfin de la vie dans notre système solaire, n'est-ce pas? Mais on pourrait également trouver de la vie ailleurs dans l'univers. K2-18b, une exoplanète située à plus de 100 années-lumière de la Terre, pourrait bien être la clé. Que savons-nous vraiment de cette planète? Et si nous étions sur le point de découvrir une nouvelle forme de vie? Pauvre Chase, ça ne s'est pas encore bien fini pour lui. Enfin bon. Cette année, nous avons également découvert de nouvelles lunes de Saturne qui continuent de fasciner les scientifiques. Ces satellites mystérieux pourraient cacher des secrets bien plus profonds. Et si on allait directement faire un tour en plein cœur de cette géante gazeuse? Heureusement que Chase est là pour faire le sale boulot, n'est-ce pas? Enfin, cette année, des scientifiques sont parvenus à faire revenir à la vie des loups géants. Ou presque. Alors, est-ce qu'on pourrait faire la même chose mais côté aquatique? Et si le mégalodon, ce requin géant disparu, avait continué à évoluer? L'univers, si sombre, mystérieux et infiniment vaste. Et s'il existait quelque chose d'encore plus grand? Et si notre univers tout entier se trouvait à l'intérieur d'un trou noir incroyablement gigantesque? C'est là le paradoxe de l'univers. Il est si immense que nous ne pouvons pas tout voir depuis la Terre. Les scientifiques observent ce que nous pouvons voir et élaborent ensuite des théories éclairées. Mais souvent, il n'existe aucun moyen de savoir avec certitude. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'univers s'est formé et comment il pourrait mourir. Comment aurait-il pu se former à l'intérieur d'un trou noir? Et qu'est-ce que cela impliquerait pour vous? Tout ce que nous pensons savoir sur notre univers pourrait être faux. Commençons par ce que nous savons des trous noirs. Tout d'abord, ils existent dans toutes sortes de tailles. Mais nous n'en avons pas encore trouvé un assez grand pour contenir tout l'univers. Ces monstres dévoreurs de lumière existent depuis aussi longtemps que l'univers. Oui, je parle de trous noirs primordiaux. Nous n'en avons jamais observé, mais les scientifiques pensent que dans les premières secondes de l'existence de l'univers, des poches de plasma super denses se sont effondrées, formant de minuscules trous noirs. Mais ils n'étaient pas tous minuscules. Certains auraient pu être des dizaines de milliers de fois plus massifs que le Soleil. Peut-être que l'un d'entre eux a englouti notre jeune univers et, ensemble, nous avons continué à grandir. Nous reviendrons sur les différentes tailles de trous noirs dans une minute. Pour l'instant, imaginez-vous au cœur de la période la plus chaude de l'histoire de l'univers, le Big Bang. Vous avez probablement déjà entendu parler du Big Bang, non? Les maths, les sciences, l'histoire, la découverte des mystères? Non, pas la série télévisée, mais la théorie. Tout cela s'est passé il y a 13,7 milliards d'années. À l'époque, chaque atome, chaque matériau et chaque molécule de l'univers était comprimé dans une singularité infiniment minuscule et extrêmement chaude. Puis soudain,
un Big Bang. Tout s'est dilaté et propagé vers l'extérieur à la vitesse de la lumière. En une fraction de seconde, tous les éléments nécessaires à la formation de galaxies complexes sont projetés dans l'espace infini. Mais voilà le problème. Si notre univers se trouve réellement à l'intérieur d'un trou noir, alors la théorie du Big Bang pourrait être incorrecte. Parce que les trous noirs ne dilatent pas les choses qui s'y trouvent. Il est compris. Les scientifiques s'accordent pour dire que le Big Bang est probablement la façon dont l'univers est né. Mais un univers niché à l'intérieur d'un trou noir ne correspond pas à ce que nous connaissons à propos de cet événement. Alors, avons-nous tort sur l'univers ? D'où vient cette idée d'un univers à l'intérieur d'un trou noir ? Eh bien, je vais vous le dire. Accrochez-vous, l'heure de la science a sonné. Un article scientifique très intriguant a été publié récemment et a semé le doute parmi les chercheurs sur ce que nous pensions savoir sur l'univers. Je vais essayer de vous expliquer. Un chercheur a observé notre ciel de très près avec le télescope spatial James Webb et a remarqué quelque chose d'étrange. Environ les 2/3 des galaxies spirales d'une région du ciel semblent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que l'autre tiers tourne dans le sens inverse. Pourquoi est-ce étrange ? C'est surprenant parce que la théorie du Big Bang repose sur ce qu'on appelle le principe cosmologique. C'est l'idée qu'à grande échelle, l'univers est identique dans toutes les directions et partout. Cela signifie que les galaxies devraient être réparties de manière uniforme et que leur rotation devrait être orientée au hasard, sans motif global. Or, il s'avère que ce n'est pas le cas. Si certaines galaxies tournent dans un sens plutôt que dans l'autre sur de grandes parties du ciel, cela pourrait être un signe que l'univers n'est pas aussi uniforme que nous le pensions. Et cela remettrait en question les fondements de la cosmologie moderne. Toujours là ? Accrochez-vous. Vous savez quoi d'autre est connu pour tourner ? Les trous noirs. Peut-être que le fait d'être à l'intérieur de l'un perturbe les rotations dans l'univers. Voici un véritable casse-tête. Prenez toute la masse et l'énergie de l'univers observable et intégrez-les à la formule de l'horizon des événements d'un trou noir. Résultat, vous obtenez quelque chose d'assez proche de la taille réelle de l'univers observable. Bon, en d'autres termes, si l'univers était bel et bien à l'intérieur d'un trou noir, son rayon serait à peu près le même que la distance que nous pouvons observer dans toutes les directions. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence bizarre, mais certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'un indice. Peut-être que la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir au-delà du bord de l'univers observable n'est pas seulement à cause des limites de propagation de la lumière. Peut-être est-ce parce que ce bord est l'horizon des événements d'un trou noir. Non pas un monde flottant dans l'espace, mais un dans lequel nous sommes à l'intérieur. Pensez-y la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers les étoiles. Plus important encore, en quoi le fait d'être à l'intérieur d'un gigantesque trou noir vous affecte-t-il ? Ok, j'ai peut-être un peu survendu l'impact sur votre vie. Mis à part le fait que vous puissiez vivre à l'intérieur d'un trou noir plus grand que l'univers, ce qui est plutôt cool, votre vie resterait identique. Mais comment notre univers aurait-il pu exister à l'intérieur d'un trou noir ? Et cela signifie-t-il que notre trou noir se trouve au sein d'un autre univers ? Les trous noirs de notre univers abritent-ils également d'autres univers ? À force de répéter « univers », le mot finit par perdre son sens. Univers. Univers. Bref, revenons à nos moutons. Si notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir, il faudrait vraiment repenser la façon dont l'univers est né. La théorie du Big Bang ? Elle pourrait encore décrire comment notre univers a commencé à s'étendre et comment les galaxies se sont formées. Mais au lieu de représenter le commencement absolu, cela aurait pu être le moment où un trou noir dans un univers parent plus grand a créé une nouvelle bulle d'espace-temps. Notre espace-temps.
Donc le modèle du Big Bang est toujours valable. Il s'inscrit juste dans une histoire beaucoup plus vaste. Au lieu du Big Bang, il pourrait s'agir du Big Bounce, ou le grand rebond. C'est l'idée que notre univers n'a pas commencé comme une singularité chaude et dense, mais plutôt lorsque l'univers précédent s'est effondré. Notre univers aurait pu se dilater et se contracter tant de fois au cours de son histoire. Il pourrait être beaucoup plus vieux que nous le pensons. Le Big Bounce n'a pas forcément besoin de se produire à l'intérieur d'un trou noir, mais c'est possible. Maintenant, de quel type de trou noir s'agirait-il ? Au début de cette vidéo, j'ai mentionné les trous noirs primordiaux. Mais même à leur plus grande taille possible, ils ne sont pas assez grands pour contenir tout l'univers observable à l'intérieur. Alors jetons un œil à d'autres types de trous noirs. Commençons par les trous noirs de masse stellaire. Comme leur nom l'indique, ils naissent de l'effondrement d'étoiles massives. Une qui doit être au moins 8 fois plus massive que le Soleil. Ne vous inquiétez pas, vous ne verrez jamais notre Soleil devenir un trou noir, bien que ce spectacle pourrait être assez impressionnant. Les trous noirs stellaires sont partout dans l'univers, mais même s'ils paraissent énormes, ils ne sont pas si grands. Par contre, ils sont incroyablement compacts. Par exemple, si la Terre s'effondrait soudainement pour devenir un trou noir stellaire, elle aurait un rayon d'environ 1 cm, à peu près la taille de votre nombril. Alors oui, ces trous noirs ne seraient certainement pas assez grands pour contenir tout notre univers. Mais qu'en est-il des trous noirs de masse intermédiaire ? Voyons voir. Ces trous noirs peuvent sembler médiocres, et c'est vraiment le cas. Pour un trou noir en tout cas. Ils sont tout de même impressionnants et ont une masse de 100 à 1 million de soleils, mais toujours pas assez grands pour contenir l'univers tout entier. Et les trous noirs supermassifs alors ? Là, ça devient intéressant. Ils sont aussi massifs qu'au moins 1 million de soleils, et nous ne savons même pas comment ils se sont formés. Si nous étions à l'intérieur d'un trou noir, ce serait certainement un trou noir supermassif, pas vrai ? Faux. Même s'ils sont gigantesques, ces trous noirs ne sont que d'une taille astronomique. Ils ne sont pas cosmologiquement grands. Souvenez-vous que les trous noirs sont d'une densité folle. Même un trou noir supermassif de 10 milliards de fois la masse de notre Soleil ne ferait qu'environ 200 UA de diamètre. C'est à peu près le même diamètre que notre système solaire, si l'on inclut le nuage d'Oort. Non. Pour contenir l'univers, il faudrait un trou noir incroyablement grand. Et je n'invente rien, il s'appelle vraiment comme ça. Des trous noirs incroyablement grands, ou des slabs en anglais. Stupendously Large Black Holes. Pour l'instant, les slabs ne sont qu'hypothétiques, nous n'en avons jamais observé. Les scientifiques pensent que s'ils existent, ils sont extrêmement rares, ou se trouvent dans des environnements inhabituels, à l'extérieur de notre univers par exemple. Nous ne le saurons peut-être jamais. Et pendant que nous spéculons sur le type de trou noir qui aurait pu avaler notre univers, ce trou noir pourra mettre fin à l'univers lui-même. Vous pensiez que vivre dans un trou noir ferait une bonne anecdote à l'apéro ? Pas vraiment. Les trous noirs sont dangereux et voraces. Si d'une manière ou d'une autre vous vous approchiez trop près d'un trou noir, vous seriez spaghettifié et mourriez d'une mort brutale. Chase, notre correspondant spatial, sait de quoi on parle. Oh God! I don't think they're supposed to stretch like that! Bref, nous pourrions bel et bien être à l'intérieur d'un trou noir et cela pourrait détruire notre univers. Il y a beaucoup de théories sur la façon dont l'univers pourrait se terminer. L'une des plus célèbres s'appelle le Big Crunch. On dirait le nom d'un délicieux sandwich dans une épicerie italienne ou d'un menu chez KFC. Mais ce que cela signifie malheureusement, c'est que tout l'univers va s'écraser. L'idée est que actuellement, l'univers qui est encore en expansion à partir de notre singularité initiale du Big Bang
finira par arrêter de se dilater. À ce moment-là, cette masse aura une attraction gravitationnelle si puissante que tout commencera à se contracter. L'univers rétrécira et tout ce qui s'y trouve s'effondrera. Les planètes entreront en collision, les astéroïdes seront de plus en plus fréquents et les trous noirs avaleront davantage de galaxies. Ce sera un chaos total. Tout sera détruit et l'univers redeviendra une singularité incroyablement chaude et dense, semblable à celle qui a déclenché le Big Bang. Ou alors jusqu'à ce que tout s'effondre et forme un trou noir monstrueux. Ce serait alors un trou noir à l'intérieur d'un autre trou noir. On se croirait dans le film Inception. Mais ces deux trous noirs fusionneraient simplement en un seul, encore plus colossal. Alors oui, tout ce que nous connaissons disparaîtrait. Mais la bonne nouvelle, c'est que la contraction prendrait autant de temps que l'expansion. L'univers se dilate depuis des milliards d'années. Donc même si la contraction commençait aujourd'hui, nous aurions encore beaucoup de temps devant nous. Bon, les forces gravitationnelles du trou noir se déplaçant vers l'intérieur pourraient accélérer un peu le processus. Le Big Crunch s'inscrit bien dans une autre théorie dont nous avons parlé, le Big Bounce. Dans ce scénario, l'univers ne se contente pas de se comprimer jusqu'à une singularité. Il se dilate encore dans un nouveau Big Bang. Mais cette théorie n'a pas de sens si nous vivons réellement à l'intérieur d'un trou noir. Souvenez-vous, il ne laisse rien s'étendre à l'intérieur. Il contracte tout. Imaginez lancer une balle contre une matière visqueuse. Elle ne rebondit pas. Bon, l'analogie n'est pas parfaite, mais rien sur Terre ne ressemble vraiment à un trou noir. Et si c'était le cas, je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Et vous ne seriez pas en train de la regarder. Nous serions en train de nous faire spaghettifier. La pression d'un trou noir serait si puissante qu'il ferait une sorte d'énorme explosion cataclysmique pour que quoi que ce soit puisse s'étendre. Il y a encore des choses auxquelles les scientifiques doivent penser pour que tout cela ait du sens à l'intérieur d'un trou noir. Donc, disons que le Big Bounce est annulé et que l'univers est en quelque sorte prêt à s'étendre pour toujours. Eh bien, ce n'est pas possible, parce qu'il existe une autre théorie pour la fin de l'univers, le Big Freeze. Dans ce modèle, l'univers atteint un point d'entropie maximale. C'est l'état où l'univers s'est tellement étendu et a distribué toute son énergie si uniformément qu'il ne se passe plus rien d'intéressant. L'univers deviendra lentement si sombre et si froid qu'aucune vie ne pourra émerger sur aucune planète dans aucune galaxie. Il finirait par mourir. Les seules entités restantes dans l'univers seraient des trous noirs. Jusqu'à ce qu'eux aussi finissent par disparaître. Si nous étions à l'intérieur d'un trou noir, l'expansion de l'univers serait difficile à expliquer. Comme je l'ai dit plus tôt, les trous noirs aiment garder les choses bien compactes. Si le Big Freeze est la façon dont tout se termine, eh bien, je ne vois pas comment tout cela pourrait se produire à l'intérieur d'un trou noir. Toutes ces théories sont construites à partir d'hypothèses différentes sur les observations de l'univers. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir lesquelles sont vraies, ce qui rend tout possible. Même une fin extrêmement violente, le Big Rip, ou autrement dit, le grand déchirement. Un peu dramatique comme nom, n'est-ce pas? Dans le scénario du Big Rip, l'univers continue de s'étendre de plus en plus vite. Tout cela grâce à une mystérieuse énergie sombre. Nous ne savons rien sur elle, à part qu'elle existe, car les galaxies s'éloignent les unes des autres plus vite que ne le permette la gravité. C'est comme s'il y avait une pression invisible qui sépare tout. Finalement, deux points quelconques dans l'espace seraient déchirés plus rapidement que la vitesse de la lumière. À cette vitesse, les lois de la physique ne s'appliquent plus, et nous entrons dans un taux d'expansion qui provoque un chaos et une destruction complète.
Si l'humanité était encore en vie à ce moment-là, elle serait probablement vaporisée en moins d'1 seconde. Vous n'auriez même pas assez de temps pour ressentir la douleur avant de disparaître. Si cette énergie sombre l'emporte sur les forces d'un trou noir, alors le grand déchirement pourrait encore se produire à l'intérieur de celui-ci. Alors oui, l'option la plus violente est toujours viable si nous vivions à l'intérieur d'un trou noir. Il existe une dernière possibilité apocalyptique, qui a un nom discutable. Le Big Slurp, ou le Grand Engloutissement. On pensait que Big Freeze était un nom bizarre, mais le Big Slurp l'emporte. Bref, le Big Slurp, plus connu scientifiquement sous le nom de décomposition du vide. Notre univers n'est pas un vide parfait. C'est presque du vide, mais il y a encore des particules et des champs magnétiques dans toutes les zones de l'espace. S'il devait se produire un événement de haute énergie dans l'espace, cela pourrait faire passer une zone de l'univers d'un faux vide à un véritable vide. Et ce serait catastrophique. Une minuscule bulle de vide se formerait, puis s'étendrait rapidement à la vitesse de la lumière dans toutes les directions, déchirant tout l'univers. Mais les vides existants à l'intérieur d'un trou noir seraient assez peu probables, étant donné que les trous noirs absorbent constamment de la matière. Donc, encore une fois, cette théorie serait assez peu pertinente si notre univers était à l'intérieur d'un trou noir. Si nous sommes à l'intérieur d'un trou noir, il pourrait faire partie d'un autre univers. Et cet univers pourrait appartenir à d'autres trous noirs qui pourraient eux-mêmes avoir des univers. Et dans ces univers, eh bien, encore des trous noirs avec des univers. Mais si nous ne sommes pas à l'intérieur de l'un d'entre eux, notre univers a des trous noirs qui pourraient en abriter d'autres. Bref, j'ai encore dit univers trop de fois, et ça n'a plus de sens. Univers. Le fait est que cette idée est comme une poupée gigogne cosmique infinie. Chaque fois que vous pensez avoir atteint la fin, regardez à nouveau. Il y en a un autre. Et dans ce système multivers, chacun de ces univers pourrait avoir ses propres lois physiques. Peut-être que dans l'un d'eux, une grande masse a un effet répulsif, de sorte que la gravité fonctionne à l'envers et que tout le monde est projeté dans l'espace tout le temps. Ou peut-être que repousser un objet le ferait venir vers vous. Cela peut sembler absurde, mais il n'y a tout simplement aucun moyen de savoir comment les différents univers ont été déformés. Quelque part, à des milliards d'univers d'une autre, ou peut-être dans celui juste à côté, il y a une version identique de vous faisant exactement la même chose. Une autre qui vit votre vie de rêve. Une version de vous est mariée à votre crush. Une autre a décroché le job de rêve. Une dernière fait cette vidéo à ma place. Vous l'avez compris, il y a des millions de versions de vous qui s'en sortent mieux. Mais ne soyez pas triste, avec des univers infinis, il y a aussi des millions de vous qui font bien pire. Bon, recentrons-nous. Je m'emporte. Revenons à cet article intrigant qui a lancé toute cette conversation sur le fait que l'univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir. Cela n'a pas encore été confirmé par des études. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur notre univers. Qui sait, peut-être qu'un jour nous découvrirons vraiment le trou noir qui nous a engloutis. Juste au nord de l'équateur martien, se trouve un cratère d'impact de 45 km de large qui, selon les scientifiques, pourrait avoir été le site d'un ancien lac. Ici, dans ce cratère appelé G0, les spécialistes pensent que son sol gelé pourrait héberger la découverte la plus importante de l'humanité, la vie. Le 18 février 2021, le rover Perseverance de la NASA s'est posé sur ce cratère afin de déterminer si finalement nous sommes vraiment seuls. Quelle est la probabilité de vie sur Mars? À quoi ressembleraient ces Martiens? Comment allons-nous renvoyer des échantillons sur Terre?
Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous découvrions la vie sur Mars. Comme l'a résumé la revue Scientific American, il faudrait un quasi-miracle pour que Mars soit stérile. L'astrobiologiste de la NASA, Chris McKay, pense que la Terre et Mars partagent des matériaux depuis des milliards d'années. Un peu comme vous servir dans l'étagère à épices de votre coloc. Bah quoi, c'est pas un truc que tout le monde fait? Reprenons. Les comètes ou les grosses météorites qui ont frappé la Terre peuvent aussi avoir envoyé des débris sur Mars, et vice-versa. Une infime partie de ces débris échoués sur Mars pourrait avoir transporté les mêmes microbes qui ont lancé la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Mais à quoi ressemblerait cette vie extraterrestre? De nombreux scientifiques s'accordent à dire que la vie que nous pourrions trouver sur Mars devrait être incroyablement robuste. Radiation, température glaciale. Quelle forme de vie pourrait survivre à un environnement aussi rude? Aussi farfelu que cela puisse paraître, les microbiologistes ont découvert de nombreux organismes qui prospèrent dans des environnements extrêmes. Le tardigrade, ou ours d'eau, est un extrémophile très résistant. Il peut résister à la chaleur extrême, au froid, à la pression, aux radiations et même à un manque total d'oxygène. Il existe également sur Terre certains types de bactéries qui produisent rapidement des spores lorsqu'elles sont confrontées à des conditions dangereuses. Ces bactéries peuvent alors hiberner pendant une longue période de sécheresse et résister à des rayonnements ionisants intenses. Une équipe de plus de 1000 géologues, chimistes, physiciens et biologistes du monde entier a foré dans la Terre à 4,8 km de profondeur et découvert des formes de vie bien robustes. Mars a un passé géologique similaire à celui de la Terre. L'exploration du sous-sol pourrait donc être un excellent point de départ. En forant dans le cratère de G0, nous pourrions rencontrer des spores associés à une ère géologique relativement récente. Et lors de futures missions vers Mars, nous pourrions creuser encore plus profondément et découvrir des microbes entièrement végétatifs. Pour trouver des échantillons de roches susceptibles d'abriter la vie, le rover Perseverance de la NASA utilise un réseau de lasers, appelé SuperCam, un outil qui peut étudier la surface de Mars à distance. L'un des lasers chauffe un échantillon de roche et le vaporise, ce qui crée un plasma qui peut être ensuite analysé pour comprendre sa composition élémentaire. Un autre laser révèle quant à lui quel composé se trouve dans la saleté. Si la SuperCam détecte des molécules organiques ou des concentrations élevées d'éléments comme l'azote ou le phosphore, le rover se dirigera vers la surface pour l'examiner de plus près. Il balayera ensuite le sol plus en détail pour détecter toute matière organique cachée dans la poussière. L'équipe de la NASA sur Terre n'a qu'une seule chance de choisir le bon endroit pour recueillir ces échantillons. L'espace à bord du rover étant limité, seules quelques dizaines d'échantillons peuvent être collectés. Donc, pas d'empressement. Et on croise les doigts. Si tout se passe bien, la NASA prévoit de ramener sur Terre des échantillons connus pour avoir conservé des biosignatures. Les biosignatures sont de légères traces moléculaires laissées par des microbes il y a des milliards d'années. Une fois les échantillons collectés, la NASA et l'Agence spatiale européenne prévoient 2 missions pour les ramener sur Terre. Il s'agit d'envoyer des tubes d'échantillons de roches et de sol en orbite pour qu'ils soient collectés par un autre vaisseau spatial, puis les ramener sur Terre. Plutôt cool comme opération. Si la mission de Persévérance est couronnée de succès, la découverte de la vie sur Mars serait aussi révolutionnaire que la découverte de l'ADN. En 1543, Copernic a audacieusement ébranlé le statu quo avec sa théorie selon laquelle les planètes tournent autour du Soleil. Ces découvertes ont complètement changé notre vision du monde, ne plaçant plus la Terre au centre de l'univers. Découvrir de la vie au-delà de la Terre pourrait être tout aussi puissant. Mais ne pas trouver de vie pourrait soulever encore plus de questions. La Terre est-elle vraiment spéciale? Sommes-nous donc seuls ici-bas? Même si nous ne découvrons pas de vie, ces échantillons de roches martiennes permettront aux chimistes d'étudier en détail la géochimie, la minéralogie et les matériaux de base du substrat rocheux de Mars.
Cela pourrait nous fournir des informations essentielles sur l'histoire du climat de Mars et nous aider à mieux comprendre le climat de la Terre également. En 1976, 2 vaisseaux Viking sont devenus les premiers engins spatiaux de la Terre à se poser sur Mars. Ils ont également sondé la présence de vie dans le sol martien et les résultats sont encore débattus aujourd'hui. Une expérience a indiqué que le sol martien était positif pour le métabolisme. Sur Terre, cela assurerait presque à 100% la probabilité de présence de vie. Mais pas de bol, une autre expérience connexe n'a trouvé aucune trace de matière organique. Bien que la plupart des scientifiques n'aient pas réussi à concilier ces résultats contradictoires, le consensus est qu'il n'y a pas de preuves concluantes de vie sur Mars. Mais plusieurs chercheurs ne sont pas d'accord. Les récentes découvertes de micro-organismes terrestres survivant à l'extérieur de l'ISS indiquent que la vie pourrait être suffisamment résiliente pour Mars. Et la présence de méthane dans l'atmosphère martienne pourrait être le signe de la présence de méthanogènes microbiens, un type de micro-organisme qui produit une quantité importante de méthane. Bah tiens, des aliens qui puent. Il est possible que la vie sur Mars n'ait pas eu les bonnes conditions pour démarrer. Ou peut-être qu'elle s'est éteinte lors d'un événement d'extinction similaire à l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Il est même possible que nous finissions par trouver une vie apportée accidentellement sur Mars par l'un de nos nombreux rovers. Espérons seulement que la mission Persévérance ne se transforme pas en un fiasco à 2,7 milliards de dollars. Au fait, si la planète rouge vous attire, avez-vous déjà pensé à vous y installer ? Avec les récents développements en matière de fusées, la colonisation de Mars pourrait être possible de notre vivant. Les scientifiques ont peut-être découvert de la vie au-delà de notre système solaire. Bienvenue sur la planète K2-18b. Cette exoplanète située à 124 années-lumière de la Terre possède les signes de vie les plus prometteurs jamais détectés. Salut les amis, c'est moi, Chase, en mission pour trouver ce que l'univers a de plus précieux. Des extraterrestres. Ah, enfin quelqu'un d'autre à qui parler que Rico. Correction. Aucune conversation significative enregistrée depuis 172 jours, 3 heures et 9 minutes. La dégradation statistique de vos compétences sociales reste dans les paramètres attendus. D'accord. Oh, pas cool. K2-18b est 2,6 fois plus grande et 8,6 fois plus massive que la Terre. Elle orbite autour d'une étoile naine de type M, plus froide et plus rouge que notre Soleil. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs s'il s'agit d'une super-Terre ou d'une mini-Neptune. Nous envoyons donc notre courageux membre de l'équipe, Chase, pour le découvrir. Il est possible que cette exoplanète ait de la chaleur interne sous toute cette atmosphère dense, ce qui pourrait signifier qu'elle regorge de volcans. Elle pourrait même être recouverte d'un immense océan. 124 années-lumière, c'est très loin. Et bien sûr, nous n'avons pas encore la technologie pour y aller. Mais il y a un truc fascinant à propos de ce gros rocher extraterrestre. Les scientifiques ont découvert que K2-18b contient du sulfure de diméthyle et du disulfure de diméthyle dans son atmosphère. Cela signifie que K2-18b pourrait grouiller de vie. Et si nous pouvons y trouver de la vie, cela voudrait dire que la vie extraterrestre pourrait également exister sur d'autres planètes. Ouais, mais les humains n'en trouveraient probablement jamais. Les exoplanètes sont super loin. On mourrait de vieillesse bien avant de voir quoi que ce soit d'intéressant dans l'espace. Il n'a pas tort. Le vaisseau spatial le plus rapide jamais construit par l'humain est la sonde solaire Parker. Ce petit vaisseau a été conçu pour s'approcher du Soleil et, lorsqu'il l'a fait, il a atteint une vitesse de 692 000 km/h. Même à cette allure, il vous faudrait encore 193 399 ans pour atteindre K2-18b. À un mois près et en fonction de la circulation. La science est donc assez claire. K2...
K2-18b va être incroyable. Volcan, vie extraterrestre, plage, ça va être plutôt cool. La science commence à s'accorder, mais ce ne sont que des suppositions très intelligentes de ce à quoi pourrait ressembler ce monde lointain. Je pense que ça va être dingue. Pour explorer de telles planètes aussi éloignées, des appareils comme le télescope spatial James Webb sont utilisés. Les télescopes spatiaux sont beaucoup plus précis, car ils n'ont pas à regarder à travers la lentille tachée de l'atmosphère terrestre. Le télescope spatial James Webb se trouve à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et de là, il a une vue imprenable sur l'univers. Je suis là et la vue est plutôt pas mal, mon pote. Oui, bien sûr. Même si ces mondes extraterrestres que nous découvrons sans cesse sont loin, nous avons toujours un moyen d'en apprendre un peu plus sur eux. Par exemple, comment savons-nous qu'il y a du sulfure de diméthyle dans l'atmosphère de K2-18b ? 2. Spectroscopie de transmission. Voici comment cela fonctionne. Quand une planète comme K2-18b passe entre la Terre et sa propre étoile, elle bloque une partie de la lumière de cette étoile. Ensuite, les astronomes utilisent de puissants télescopes, comme James Webb, pour observer la lumière des étoiles qui a traversé la fine couche autour du bord de la planète. C'est pratique que les différents gaz de l'atmosphère absorbent des longueurs d'onde spécifiques de la lumière. Les scientifiques peuvent ainsi mesurer exactement quelles couleurs sont absorbées et donc identifier les gaz présents dans l'atmosphère d'une planète, même si elle est incroyablement éloignée. Nous pouvons même estimer la quantité de chaque gaz, la densité atmosphérique et la température de l'atmosphère. Les amis, je suis sur le point de plonger dans cette magnifique planète K20 machin truc B et devenir le premier astronaute à rencontrer une vraie vie extraterrestre. Je planifie aussi mes vacances parce que, entre nous, je les mérite. Et faites-vous plaisir. J'ai envie de dire, cette planète est juste l'endroit parfait. Et je dis parfait parce que c'est comme Hawaï, mais avec des extraterrestres. Restez connectés pour en savoir plus. Bon, je m'habille comment pour visiter cette planète ? J'espère que je pourrai mettre un short. Bonne nouvelle. D'après ce que les astronomes ont détecté, K2-18b serait plutôt tempéré. Sa température de surface est très proche de celle de la Terre. Il fait plus chaud dans certaines régions et plus froid dans d'autres. C'est peut-être la destination idéale que nous recherchions. Parfait, j'opte pour les zones les plus chaudes et je prends un pantalon. Quel genre de pantalon faut-il porter pour rencontrer des extraterrestres pour la première fois ? Quelque chose de classe ? Ouais, un pantalon cargo. Pantalon cargo introuvable. Bon, pantalon ou pas, ça va être dingue. Des extraterrestres, enfin quelque chose d'excitant. Planète en vue, j'arrive. Rico, lance la séquence d'atterrissage. Je ne le recommanderais pas. K2-18b n'est pas la seule planète dans le coin. Elle partage son étoile rouge de type M avec sa grande sœur K2-18c. C'est celle que vous voyez là. K2-18c fait 7,5 fois la taille de la Terre. Mais plus grand ne veut pas dire mieux. À cette taille, elle ressemble davantage à Neptune, avec une épaisse atmosphère d'hydrogène et d'hélium pas franchement accueillante. Très peu de chances que K2-18c abrite une quelconque forme de vie. Active les stabilisateurs. Oui, je suis mort sur Neptune une fois, et assez horriblement, donc je passe mon tour. Aujourd'hui, je prends une journée pour moi sur K2280. Bon bref, la planète B. Ok, donc petite mise à jour. Il s'avère que j'étais sur la mauvaise planète. J'ai failli atterrir sur une mini Neptune et... non merci. Je veux pas revivre l'expérience. Donc oui, c'était limite. Heureusement, je m'en suis rendu compte à temps. Et je me dirige maintenant vers la magnifique bonne planète. K2-18b fait 2,6 fois la taille de la Terre, ce qui en fait une super Terre, des planètes au moins 1,5 fois plus grandes que notre planète bleue.
certaines super-terres de faible densité pourraient avoir des atmosphères composées en grande partie d'hydrogène et d'hélium. Vous pouvez avoir une drôle de voie dessus, mais elles ne sont pas habitables. Mais les super-terres, avec une densité plus élevée, exactement comme cas de 18b, pourraient être des mondes rocheux avec des océans peu profonds. Un petit paradis. Rico, amorce la séquence d'atterrissage. De préférence quelque part où on peut se baigner. J'ai identifié une chaîne d'îles volcaniques. Ouais, je les vois. Nickel. Enfin un peu de repos. Et de bronzage. Alerte, sol instable. Atterrissage fortement déconseillé. Non. Je n'ai pas failli atterrir sur la mauvaise planète pour faire demi-tour maintenant, Rico. Initie la séquence d'atterrissage. Amorçage de la séquence d'atterrissage. Rico, on n'a pas un pilote automatique pour rien. La prochaine fois, utilise-le. C'était le pire atterrissage de ma vie. Et j'en ai fait des atterrissages. Rico, donne-moi la température. Il fait... bon. Température relevée, 16,15 degrés Celsius. Non, essaye de faire une analyse de l'atmosphère. Mieux que l'atterrissage que tu viens de faire, hein. Analyse en cours. Présence d'azote, de méthane, de dioxyde de carbone, avec des traces de sulfure de diméthyle. Et l'oxygène? Recommandation. Garder la combinaison spatiale. Ah, ça va être compliqué de bronzer en combinaison. Mais d'accord, monsieur Rabat-Joie. Je suppose que je vais la garder pour être sûr. Même s'il y avait de l'oxygène, la pression de surface est 3 fois supérieure que sur Terre. Vous devrez garder votre casque en tout temps. En effet, l'augmentation soudaine de la pression pourrait faire exploser vos oreilles et vos sinus. Et vos poumons s'effondreraient violemment. Vous agoniseriez, seriez à bout de souffle avec votre vision trouble à cause des vaisseaux sanguins qui éclatent autour de vos yeux. Non, vous n'êtes pas au courant, monsieur Essie? Je ne vais pas mourir cette fois-ci. Non. Même sans votre combinaison spatiale, les nuages épais empêcheraient le processus de bronzage. Merci pour le conseil, mon pote. Donc, c'est pas trop mal. Ni trop chaud, ni trop froid. Rico ne m'a pas laissé bronzer, donc je resterai le pâle aventurier de l'espace que vous connaissez et aimez. Un jour, je trouverai Marisa, une planète parfaite pour les vacances. Mais aujourd'hui n'est pas ce jour. Pourtant, la bonne nouvelle, c'est que je cherche des extraterrestres et il y a de fortes chances que j'en trouve. Donc, continuons à regarder les amis. Cette gravité va vraiment gêner mes lay-ups. Lecture de la gravité. 1,3 fois la gravité terrestre. Pas assez pour justifier une telle baisse de performance. Je ne suis pas en mauvaise forme. Les burgers de la nuit, tard dans la nuit, ça ne compte pas. Oh bon sang, j'ai besoin de m'asseoir. Bref, les extraterrestres. Pourquoi c'est si galère d'en trouver? Vous savez, j'ai l'impression que je cherche ces gars depuis... toujours. Et je n'ai trouvé que Charlie. Mais je ne suis toujours pas tout à fait sûr si c'était vrai ou mon imagination. Le cerveau fait des choses étranges quand vous mourrez d'un manque d'oxygène.
Pourquoi les extraterrestres sont-ils si impossibles à trouver? Mais excellente question. S'il vous plaît, ne dites pas j'ai J'ai la réponse. réponse pour vous. Le trop paradoxe tard. de Fermi. Avec tous les milliards et milliards de planètes qui existent, on pourrait penser que nous aurions déjà rencontré des extraterrestres. Les scientifiques ont toujours cherché des signes de vie intelligents dans l'univers, et nous n'avons encore rien détecté. Dans les années 1950, un physicien avait une théorie. Oh, laisse-moi deviner, c'est le paradoxe de Fermi parce que Fermi était le nom du mec et c'est un paradoxe parce que ça n'a pas de sens? Oui, c'est ça. Parle pas comme ça, je suis le personnage principal de cette chaîne. Jusqu'ici, tenter de résoudre le paradoxe de Fermi a surtout conduit à un tas de spéculations sur les raisons pour lesquelles nous n'avons pas encore trouvé de signes de vie ailleurs dans l'univers. Peut-être que la vie intelligente existe, mais les distances cosmiques et les échelles de temps sont si énormes que nous nous sommes tout simplement ratés. Cela ne fait qu'un peu plus de 60 ans que l'on cherche sérieusement la vie extraterrestre avec des radiotélescopes. C'est quoi, ça, comparé à l'âge de l'univers? Ouais, je comprends. J'ai perdu une chaussette sur ce vaisseau et pourtant ce n'est pas si grand ici. Et j'ai cherché pendant 1 minute. Une autre réponse possible est que les extraterrestres ne veulent tout simplement pas être trouvés. Peut-être qu'ils ont peur de nous, ou qu'ils veulent juste nous observer de loin. C'est comme si nous étions des gorilles dans un zoo et que des extraterrestres attendaient de voir si on se met à se battre ou un truc dans le genre. Certains scientifiques se sont même demandé si la technologie avancée ne pourrait pas être une sorte de bombe à retardement qui finit par exploser au visage d'une civilisation. Cette idée fait partie de ce qu'on appelle la théorie du grand filtre. En gros, une fois qu'une espèce devient assez puissante pour construire des fusées et explorer l'espace, elle devient aussi capable de s'autodétruire. Guerre nucléaire, IA incontrôlable, pandémie fabriquée en laboratoire, effondrement écologique. Cela pourrait expliquer pourquoi nous n'avons pas encore rencontré d'extraterrestres voyageant dans l'espace. Ils se sont peut-être anéantis dans un événement apocalyptique avant même de quitter leur propre planète. Alors, à quel type de forme de vie extraterrestre vous attendez-vous? Je sais pas, je les imagine sympas et relax. Pas du tout dangereux. Vous savez, je ne comprends toujours pas. K2-18b était censé être une planète prometteuse pour la vie. Où est-elle? Je ne vois rien. Je ne vois aucune forme de vie. Vous savez, ça sent l'arnaque cosmique. K2-18b pourrait abriter la vie, mais cela ne veut pas dire que c'est le cas. Les scientifiques parlent de biosignatures pour déterminer si une planète pourrait abriter la vie. L'idée est que si des produits chimiques associés à la vie sur Terre sont détectés sur une autre planète, cela signifie que ces composés pourraient provenir de la vie sur cette planète. Le plus important, c'est toujours l'oxygène. Ok, attends. Tu viens de me dire que la spectroscopie de transmission n'a détecté aucun oxygène sur K2-18b. Puis vous dites que l'oxygène signifie vie? Pourquoi est-ce qu'on penserait qu'il pourrait y avoir de la vie? Pourquoi je suis là au juste? Ne perds pas espoir. Il pourrait encore y avoir une vie extraterrestre ici. Bien sûr. Ne me parle pas comme ça, parce que toute forme de vie n'est pas forcément associée à l'oxygène. Il y a 2 autres composés chimiques importants ici, le sulfure de diméthyle et le disulfure de diméthyle. Sur Terre, ils sont produits par le phytoplancton marin et les bactéries. Et les concentrations de ces gaz sur K2-18b sont beaucoup plus élevées que sur Terre. K2-18b pourrait avoir de la vie partout. Tu ne peux tout simplement pas la voir à l'œil nu. Du phytoplancton, hein? Donc, des extraterrestres dans l'eau, mais probablement pas d'extraterrestres au bord de l'eau. Ce n'est pas le genre de vie que j'espérais trouver, mais bon, donnez-leur quelques milliards d'années, pas de pression, peut-être qu'ils se développeront. Petite mise à jour, les amis. Toujours aucun alien en vue. Je sais, c'est décevant, mais il pourrait y avoir ces minuscules petits singes de mer extraterrestres. S'ils sont ici, je ne peux pas les voir, mais je les trouverai. J'ai un certain nombre de compétences. Voyons voir. Bonjour, phytoplancton. Tu m'entends? Oh, oh, ah, wow, ok.
On dirait que ça va pas marcher. Ai-je mentionné que K2-18b a des plaques tectoniques actives? Grâce à sa masse, elle retient beaucoup de chaleur interne, et cela peut provoquer des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Ouais, je vois un volcan juste en face de moi. Merci, monsieur Essie. Ne devrait-on pas appeler cet endroit un K2-18 séisme ou quelque chose comme ça? Pourquoi avons-nous atterri à côté d'un volcan? Je vous avais prévenu. Ok les amis, les vacances sont terminées. Wow! C'était juste. Ok, ça s'annonce mal. Pas d'extraterrestres, mais j'ai droit à un tremblement de terre et une éruption volcanique juste derrière moi. Je pense que je peux regagner le vaisseau. En courant. On fait le point plus tard. Rico, décolle. On dirait que Chase s'en est sorti cette fois. Bon, je n'ai pas trouvé d'extraterrestre à qui parler. Je n'ai pas bronzé, je me suis pas reposé, mais je ne suis pas mort cette fois. Et ça, c'est une victoire. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de cette vidéo. Hein. La vue, elle était sympa, non? Donc voilà, le principal, c'est que j'ai survécu, les amis. Chase ne meurt pas dans l'espace, ça vous en bouche un coin, hein? J'ai survécu à K2-18b. Rico, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Voulez-vous que je lance la séquence de félicitations? Avec plaisir. Eh, monsieur ici, vous avez quelque chose à ajouter? Eh bien, je suppose que j'avais tort. C'est une autre première. Monsieur ici admet que c'est un idiot. C'est le plus beau jour de ma vie. De l'air recyclé et propre. Alerte, contamination détectée. Quoi? Oh, contamination? Rico? Je suis toujours mes chaussures selon le protocole 54 ou comme c'est expliqué dans le manuel. Contamination, contamination, contamination. Ok, j'ai peut-être sauté à la case des contaminations cette fois-ci. Erreur fatale. Permettez-moi de mettre Chase en pause et de vous parler de l'atterrissage sur la Lune. Dans les années 1960, lorsque les humains sont allés sur la Lune pour la première fois, le protocole les obligeait à se mettre en quarantaine pendant 21 jours après leur retour à la maison. Les astronautes ont passé 3 semaines isolés dans l'installation de quarantaine mobile de la NASA, juste pour s'assurer qu'aucun microbe lunaire dangereux ne puisse arriver sur Terre. Et ça, c'était pour la Lune. Un milieu sec, sans air et bombardé sans cesse par les radiations. K2-18b a tellement plus de potentiel pour accueillir la vie. Vous devez prendre la décontamination au sérieux. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé d'extraterrestres, parce qu'ils sont si minuscules qu'on est tout simplement incapable de les voir. Mais je pense que je suis en train d'inhaler des petits extraterrestres. Fermi avait-il pensé à ça? Je pense que vous venez peut-être de résoudre le paradoxe de Fermi. Lorsque les scientifiques cherchent des signes de vie dans l'univers, ils ne recherchent pas vraiment des extraterrestres qui parlent et qui marchent avec lesquels nous pouvons faire copain-copain. Ils se concentrent sur la recherche d'exoplanètes comme K2-18b, où des formes de vie simples pourraient s'épanouir. Salut les amis. On dirait que je vais encore mourir de manière atroce. Pensez à liker et à vous abonner.
On dirait que Chase a enfin trouvé une forme de vie extraterrestre. Sauf qu'elle est en train de manger son cerveau. Oh, ça fait mal. Très mal. C'est pas marrant. Mes yeux se dissolvent. Ah, pas top. Ah. Cet extraterrestre me parle. Et il sait où se trouve ma chaussette. Ouais. Où est ma chaussette? Où est-elle? Non, Chase ne parle pas vraiment aux extraterrestres. Il souffre d'une fièvre cérébrale mortelle causée par l'inhalation de bactéries extraterrestres. Il est en train d'halluciner. Mais ne vous inquiétez pas, Chase sera de retour. Il revient toujours. Bienvenue sur Saturne, la planète la plus belle et la plus violente de notre système solaire. Saturne est connue pour ses magnifiques anneaux. Saturne est la star du système solaire, ok? À quoi bon porter un accessoire s'il ne se voit pas? Merci Chase. Avec plaisir, je te remercie. Il n'a pas tort. Les scientifiques ont beaucoup d'informations sur ce qu'il se passe sur Saturne, mais ne comprennent pas le pourquoi du comment. Par exemple, Saturne émet 2 fois plus d'énergie dans l'espace qu'elle n'en reçoit du Soleil. Ce qui signifie qu'elle doit avoir une source de chaleur interne. Savons-nous ce que c'est? Pas la moindre idée. Oh, je parie que ça a un lien avec la composition de son noyau. Eh bien, Chase, nous t'envoyons le découvrir. C'est exact. Aujourd'hui, Chase plonge tout droit dans le cœur de Saturne. Vous voyez ce motif nuageux sur le pôle nord de Saturne? C'est comme un gigantesque ouragan tourbillonnant, comme ceux sur Terre. Mais celui-ci est en forme d'hexagone. Des hexagones, des anneaux. Saturne possède toutes les formes. Des triangles? Non, pas de triangle. Des rectangles? On va te couper le son. Des cercles? L'hexagone nuageux de Saturne est énorme. Il fait 14 500 km de long et 29 000 km de large. C'est plus de 6 fois la largeur des États-Unis continentaux. Cela devrait vous donner une idée de l'échelle de Saturne. C'est la 2e plus grande planète du système solaire. Et elle est 10 fois plus large que la Terre. Ah, oups, j'ai failli oublier. Remets le son tout de suite! Merci, je n'ai pas du tout apprécié. Et tu as failli oublier la partie la plus cool. Il y a quelques années, cette tempête de vent est passée du bleu au doré. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi. Mais moi je sais. Vous vous souvenez de cette sensation virale sur Terre, la fameuse robe noire et bleue? Tu veux dire la robe blanche et dorée? Personne n'a vu ça. Bref, ce même est arrivé jusqu'à Saturne et les équipes de communication de Saturne ont voulu participer elles aussi. Je n'aurais pas dû réactiver le son pour ça. Mais oui, les vents du nord de Saturne sont sujets à des phénomènes météorologiques assez dingues. Un autre phénomène impressionnant? Une violente tempête qui recouvre la planète entière. Tous les 30 ans, Saturne est envahi par la grande tache blanche. La dernière s'est produite en 2010, donc Chase ne devrait pas avoir de problème pour se rendre sur Saturne. Il devra revenir en 2040 pour voir cette tache géante. Rico, note ça dans mon agenda, s'il te plaît. Ce qui rend Saturne vraiment unique, ce sont ses énormes anneaux. Ils font plus de 280 000 km de diamètre, mais seulement environ 1 km d'épaisseur. À l'œil nu, ils paraissent presque bidimensionnels. Et je vais les traverser. Bien sûr, je pourrais les survoler, mais franchement, ce serait comme aller à Paris sans passer voir les pyramides. Il faut faire les trucs touristiques. Ces anneaux sont composés de millions de particules de glace, de débris et même de restes de planètes mortes. Autant dire qu'ils sont assez difficiles à naviguer. Tu doutes encore de moi, monsieur Essie? Pour ma défense, tu meurs assez souvent. Ces anneaux sont nommés par ordre de découverte, ce qui rend l'ordre assez déroutant. Chase volera à travers l'anneau E, puis G, F, A, B, C et D. L'anneau E est le plus éloigné de Saturne. Sa matière est presque entièrement faite de glace et d'eau d'Encelade, une de ces géantes gazeuses.
En cela d'un océan caché sous sa surface glacée et est connu pour ses geysers qui projettent des particules de glace dans l'espace. Elle se coince souvent dans des anneaux de Saturne, ce qui donne à l'anneau E une apparence plus brillante et plus grande. Et pourtant cette lune est minuscule, 7 fois plus petite que notre lune. Comme quoi, même les plus petites lunes peuvent avoir un impact énorme. Tu vois Tiffany, la taille, ça ne fait pas tout. Wow. C'est magnifique. C'est vrai, l'anneau F de Saturne est particulièrement spectaculaire. Fin et étroit, il est aussi sauvage qu'imprévisible. Il n'a pas l'air lisse comme les autres anneaux de Saturne, car il est principalement composé de particules de glace, et celles-ci sont attirées par les 2 lunes de Saturne, Prométhée et Pandore. Ces lunes maintiennent les anneaux ensemble, mais elles les perturbent également, créant des torsades, des mottes et même des tresses dans l'anneau. C'était mon préféré jusqu'à présent. Bon, nous sommes sur le point de passer par l'anneau A. Les anneaux A et B sont les plus brillants. Ils sont séparés par la division Cassini, qui est le plus grand écart entre tous les anneaux de Saturne. La division de Cassini fait plus de 4800 km de large et est probablement causée par Mimas, la lune la plus petite et la plus proche de Saturne. Mimas a un petit rayon de 200 km et n'est pas parfaitement ronde. Certains experts pensent que c'est elle qui a inspiré l'étoile de la mort. Non, c'est toi qui dis ça. Mimas n'a pas inspiré l'étoile de la mort, car le premier Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, est sorti 3 ans avant que le vaisseau spatial voyageur ne capture des images précises de Mimas. Mais même cette petite lune est capable de perturber les particules de l'anneau A de Saturne et les pousser hors de leur orbite avec son attraction gravitationnelle, créant quelque chose d'aussi vaste que la division Cassini. Mais profitez-en tant que vous le pouvez. Mimas a commencé à s'éloigner de Saturne sans que cela n'affecte les anneaux de la planète. Dans environ 40 millions d'années, la division Cassini disparaîtra. Tu sais, c'est génial que cet équilibre d'orbite, de lune, d'attraction gravitationnelle crée une chose aussi magnifique que les anneaux de Saturne. Et ça me fait réfléchir à quel point nous sommes tous interconnectés et comment même les petites choses peuvent avoir un impact énorme sur la vie des gens. Wow, Chase, c'est vraiment profond. C'est comme cette fois, Rico avait oublié de me prévenir d'un cratère sur Pluton. Je suis tombé, je me suis cassé le cou. Un petit robot, mais un si gros problème. Bref, je suis sur le point de traverser l'anneau C. Je dois être très prudent ici, car Titan, la plus grande lune de Saturne, provoque des tsunamis gravitationnels. C'est vrai, la gravité de Titan crée un mur de 2 km de particules de glace qui orbitent autour de l'anneau. Les scientifiques les appellent tsunamis, mais ils se déplacent assez lentement. Donc Chase devrait s'en sortir. C'est bon, j'ai réussi à passer C. Il ne reste plus qu'un anneau et ensuite, je vais commencer ma descente dans l'atmosphère. Regardez ça, j'ai une montgolfière spatiale ultra stylée pour m'aider à descendre doucement sur la planète. Plutôt classe, non? La dernière fois qu'un vaisseau spatial s'est approché de Saturne, eh bien, cela ne s'est pas bien terminé pour lui. La sonde spatiale Cassini a orbité autour de la planète pendant plus de 10 ans. Puis, en 2017, des scientifiques l'ont volontairement écrasé sur la planète pour éviter toute contamination des lunes potentiellement habitables. Ils ont littéralement vaporisé le vaisseau. Les débris pourraient même faire partie de ces anneaux maintenant. Waouh, c'est très poétique, comme des corps rendus à la Terre. Bien sûr, cela ne m'arrivera pas. Moi et cette montgolfière allons survivre. Je pense que nos chances sont d'environ 80%. Oh, c'est une déchirure. Un peu de ruban adhésif et c'est tout bon. Saturne est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, ce qui en fait la seule planète moins dense que l'eau. Si vous la jetiez dans un lac géant, elle flotterait.
Rico, lecture de la composition atmosphérique. Calcul en cours. 75% d'hydrogène, 25% d'hélium, avec des traces de méthane et de glace d'eau. Tu avais vraiment besoin de faire un calcul pour ça? T'as rien de mieux à faire? Pour se rendre jusqu'au cœur de Saturne, il faudrait d'abord traverser l'épaisse atmosphère gazeuse, puis une couche d'hydrogène liquide, ensuite de l'hydrogène métallique, pour enfin atteindre le noyau rocheux brûlant. Là, vous traverseriez la troposphère de Saturne. Et il fait froid. La température y est d'environ moins 175 degrés. Ouais, j'en ai des frissons. Bon d'accord, j'y vais. Oui, nous voilà dans l'atmosphère juste autour de l'équateur de Saturne, où les vents sont les plus rapides. Ce n'est pas la meilleure décision. La planète gazeuse tourne sur son axe une fois toutes les 10 heures et 33 minutes, ce qui est incroyablement rapide pour une planète aussi grande. Cette vitesse signifie que Saturne se gonfle un peu autour de son équateur et concentre les courants jets dans cette zone. Ajoutez à cela beaucoup de chaleur qui remonte de l'intérieur et vous obtenez des vents très puissants qui atteignent les 1800 km/h. C'est 4 fois plus rapide que les pires ouragans sur Terre. Vous ne voulez pas vous retrouver coincé dedans. Rico, ralentis-moi! Calcul en cours. Calcul? Qu'est-ce que tu calcules? Ralentissement initié. Je crois que je vais vomir. Rico, la prochaine fois que l'on approche du vent comme ça, ralentis-moi avant! Une commande manuelle est nécessaire pour activer le contrevent. Très utile, comme d'habitude. Mais c'est quoi cette odeur? Bienvenue dans la couche nuageuse supérieure de Saturne, à 100 km sous le sommet de la troposphère. Ici, les nuages sont presque entièrement faits d'ammoniac et de glace d'ammoniac, qui ont une odeur piquante absolument infecte. Et la température y est d'environ moins 250 degrés. Tout cet ammoniac dans les sommets des nuages de Saturne est ce qui lui donne sa couleur jaune. Tu sais quoi? À part l'odeur abominable, la température glaciale et l'incompétence de Rico à utiliser une calculatrice, ce n'est pas si mal ici. On s'est éloigné de l'équateur, donc les vents sont plus calmes. La pression est... Rico, lecture de la pression, s'il te plaît. 400 millibars. C'est environ 40% de la pression sur Terre. Franchement, je suis serein. Après les nuages d'ammoniac pur, vient la deuxième couche de nuages, faite d'hydrosulfure d'ammonium. Rico, une autre lecture de pression. 1,7 bar. Ok, pas si mal. C'est juste un peu plus que sur Terre. Allez, on continue la descente. 170 km sous la troposphère. Température, moins 70 degrés Celsius. Ça sent encore pire ici. Qu'est-ce qui se passe? Détection d'hydrosulfure d'ammoniac. Génial! On a combiné les deux pires odeurs. Urine et paix. Véritable pépite olfactive. À cette profondeur, la pression est d'environ 5 bars. C'est comme plonger à 35 mètres sous l'eau. Ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas non plus insupportable. Mes sinus me brûlent. Mais tant que je respire par la bouche, je peux m'en sortir. Au fur et à mesure que la pression et la température augmentent dans l'atmosphère de Saturne, des composés plus complexes se forment. Les couches supérieures de Saturne n'ont que de la glace d'ammoniac. Mais plus vous vous enfoncez, plus vous serez entouré d'hydrosulfure d'ammonium. Malheureusement pour Chase, les composés complexes ne sont pas toujours synonymes de meilleure odeur. Ouais, j'attends toujours le parfum Saturne de Chanel. Mais bon, au moins, il fait un peu plus chaud ici. Bientôt ce sera comme des vacances dans les tropiques. Vous êtes à 220 km sous la troposphère. Température 0 degré Celsius. Pression 10 bars. Il s'agit de la couche nuageuse la plus épaisse de Saturne. Elle s'étend sur 10 km et est principalement composée de glace d'eau et de quelques gouttelettes d'ammoniac. Qu'est-ce qui se passe? Pressions élevées provoquant la déflation du ballon.
Ok, quand j'ai eu l'idée de la montgolfière, je pensais surtout à descendre sur la planète. Et j'ai oublié qu'il fallait aussi remonter. Oups. Les couches nuageuses et l'atmosphère externe de Saturne ne représentent que 17% de la planète. Les 83% restants sont presque entièrement constitués d'hydrogène liquide avec un noyau rocheux relativement petit au centre. À cette profondeur, la pression est extrêmement élevée et augmente sans cesse. Toute cette pression fait une chose intéressante. Elle transforme l'hydrogène gazeux en liquide. À seulement 500 km sous la troposphère, la pression est 1000 fois plus élevée que sur Terre. Ah, c'est franchement désagréable, il fait chaud, ça brûle, c'est douloureux. C'est chaud, mais c'est un liquide, pas un gaz. Ah, c'est tellement contre-intuitif. Ah, C'est simplement la puissance de 1000 bars de pression. Rico, quelle est la température? Rico, calcule la température, s'il te plaît. Calcul en cours, 730 degrés Celsius. Ah, et comment va mon ballon? La chaleur et la pression accélèrent la déflation. Ah, non. Ce n'est pas bon du tout pour Chase. Non. Inflation restante, 17%. Oh, si seulement l'inflation des prix baissait aussi vite, je pourrais à nouveau acheter des œufs. Inflation, 13%. Oh, ok, merci, ça suffit, stop. La prochaine fois, j'installerai une fonction de regonflage. Ou de remontée rapide. Ou quelque chose comme ça. Inflation, 0%. Ah, ah, Eh bien, Chase est actuellement en train de tomber à travers 60 000 km d'hydrogène liquide. Et plus il s'enfonce dans Saturne, plus la pression devient insupportable. Bientôt, il atteindra 2 mégabars. C'est 2 millions de fois la pression terrestre. À ce stade, les atomes subissent une telle pression qu'ils ne peuvent pas maintenir leur forme. La pression comprime tellement les atomes que les électrons créent une couche électriquement conductrice, de l'hydrogène métallique. Cette couche de 30 000 km d'épaisseur entoure le noyau rocheux de Saturne. Mais voyons voir si Chase tient bon jusque-là. Température, 5700 degrés Celsius. Rico, tu te plantes pas, hein? Si quelque chose dysfonctionne dans ma combinaison, je vais littéralement griller sur place. On y est. Lisons vite la composition du noyau et sortons d'ici, ok? Ouh, les premières personnes à voir le noyau de Saturne, c'est génial. Oh non, Rico, secours! Rico! Je vais bien. Il y a 20 millions d'années, le mégalodon régnait sur les océans. Le plus grand requin qui ait jamais vécu. Il dévorait d'autres géants marins pour le petit déjeuner. Mais avec l'arrivée d'une ère glaciaire qui bouleversa le monde, le règne de ce monstre des mers prit fin. Et si par miracle, le mégalodon avait survécu? À quel point le mégalodon serait-il grand et effrayant aujourd'hui? Et qu'arriverait-il aux humains qui s'aventurent dans l'océan? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si le mégalodon n'avait jamais cessé d'évoluer. Un mégalodon vivant au XXIe siècle, qui n'aurait jamais cessé d'évoluer, serait une créature aussi terrifiante que majestueuse. Le mégalodon d'aujourd'hui aurait probablement atteint la taille d'une baleine bleue, près de 30 mètres de long, et pèserait 200 tonnes. C'est l'équivalent d'environ 33 éléphants. Et son cœur serait aussi gros qu'une voiture. Le mégalodon moderne aurait besoin de manger 3600 kg de nourriture par jour et serait le plus grand animal ayant jamais existé. Il aurait également développé de nouveaux traits de survie qui lui auraient permis de subsister pendant ces 3 millions d'années. Quelles pourraient être ces caractéristiques selon vous?
Avant de plonger dans la création du mégalodon 2.0, regardons à quoi il ressemblait à son apogée. Revenons en arrière il y a 23 millions d'années, à l'époque du Miocène et du Pliocène. Le mégalodon régnait sur les océans. Il mesurait environ 18 mètres de long, 3 fois la taille du plus grand requin blanc jamais observé. Avec une masse colossale, il était très lourd, entre 30 à 65 tonnes métriques, autant qu'un vaisseau spatial. Il était équipé d'énormes dents, de la taille d'une main humaine. En grec ancien, mégalodon signifie d'ailleurs « grande dent ». Acérées sur un côté, elles étaient parfaites pour s'enfoncer dans de gros poissons charnus pour les déchiqueter. Tout au long de sa vie, le mégalodon, comme les autres requins, perdait et faisait pousser de nouvelles dents. Il pouvait avoir jusqu'à 40 000 dents au cours de sa vie. Ces dents broyaient beaucoup de nourriture, environ 1100 kg par jour. C'est l'équivalent de 2 vaches ou de 10 000 burgers. Mais il n'y avait pas ça au menu à cette époque. Les baleines à fanon étaient un élément clé de son alimentation. Le mégalodon pouvait même se montrer cannibale et dévorer l'un de ses congénères. Une stratégie assez simple mais efficace pour tuer ses proies. Il attaquait par en dessous, de sorte qu'il ne pouvait pas être vu. Ensuite, il s'élevait verticalement pour attaquer sa victime à grande vitesse. Imaginez être percuté par 65 tonnes. Les proies, généralement de grandes baleines, n'avaient aucune chance face à un tel choc. Pendant que son adversaire se remettait de ce coup sur le corps, le mégalodon enfonçait ses dents dans la baleine, généralement dans sa cage thoracique. Après ce genre de blessure, le combat était terminé. Ensuite, il n'avait plus qu'à se régaler. Si vous étiez sa proie, il aurait pu vous avaler en une seule bouchée. Avec un crâne de 4,5 mètres de long, il était capable d'engloutir quelque chose d'aussi grand qu'une voiture familiale. Alors, faites attention à cette créature terrifiante lorsqu'elle entrera dans les temps modernes. Et, bien sûr, le mégalodon avait des méga bébés. Ces bébés mesuraient 3 à 4 mètres de long. Alors, bonne chance pour en sortir vivant si vous tombiez sur l'un d'entre eux. Le mégalodon a dominé les océans à l'époque du Miocène, il y a entre 23 et 5 millions d'années. Au début de cette période, la Terre était chaude, puis s'est progressivement refroidie. Pendant cette période, le mégalodon préférait évoluer dans les eaux chaudes et tropicales. Il se déplaçait dans de multiples régions à travers le globe. Des dents de mégalodon datant de 3 millions d'années ont été retrouvées dans les eaux du monde entier, à l'exception de l'Antarctique. Tant qu'il y avait suffisamment de nourriture, le mégalodon était heureux. Alors, comment une créature aussi mortelle et puissante qui dominait les océans a-t-elle fini par disparaître? Peut-être à cause du changement climatique. Pendant la période du Miocène, la Terre s'est progressivement refroidie, et cela s'est poursuivi jusqu'au Pliocène, jusqu'à aboutir à une ère glaciaire. Au cours de la période qui a suivi, il y a 2,6 millions d'années, une période glaciaire a commencé. Selon une théorie, ces températures glaciales de l'ère glaciaire n'auraient pas été adaptées au mégalodon. Cela aurait pu conduire à son extinction. Mais d'autres scientifiques ne sont pas d'accord. Des études ont révélé que les variations de température observées dans les périodes antérieures n'avaient pas eu d'impact sur le requin. Il aurait réussi à survivre. Le mégalodon a pu survivre au changement de température parce qu'il avait partiellement le sang chaud. Cette caractéristique lui permettait de réchauffer son sang en utilisant la chaleur de ses muscles lorsqu'il se déplaçait. Il pouvait donc maintenir une température corporelle supérieure de 7 degrés à celle de l'eau environnante. Même s'il préférait les eaux plus chaudes, il pouvait également survivre à des températures plus fraîches. Alors, qu'est-ce qui a changé lors de l'ère glaciaire du Pléistocène? D'une part, cette période glaciaire était beaucoup plus froide qu'auparavant. Le mégalodon et d'autres créatures qui avaient évolué au cours des dernières dizaines de millions d'années n'avaient jamais connu un refroidissement aussi intense. L'ère glaciaire du Pléistocène, qui a débuté il y a 2,6 millions d'années,
marque la plus grande forte chute de température que la Terre ait connue en 500 millions d'années. Au fur et à mesure que la glace s'étendait sur la planète, l'habitat des créatures marines et terrestres se réduisait drastiquement. Le niveau de la mer a baissé de 200 mètres et les zones côtières se sont asséchées. Alors que l'eau se transformait en glace et que le niveau de la mer baissait, la baleine à fanon, principale proie du mégalodon, luttait pour survivre. Et ce n'était pas seulement le froid. Les changements dans les courants marins ont réduit le flux de nutriments dans certaines parties de l'océan, en particulier celles où se nourrissaient les baleines à fanon, affectant leur population. Et il y avait un autre problème. Les baleines à fanon mettaient bas dans des eaux plus chaudes, mais migraient ensuite vers des eaux plus froides pour se nourrir. Avec la réduction rapide des eaux plus chaudes, leur zone de reproduction avait également été perturbée, un autre facteur qui aurait conduit à leur extinction. Avec la disparition de ces baleines, le mégalodon a dû se rabattre sur des proies plus petites, comme les dauphins et les phoques. Mais cela a été problématique, car le mégalodon devait désormais affronter un concurrent plus petit et plus agile, le grand requin blanc. 3 fois plus petit que le mégalodon, il était plus rapide et avait besoin de moins manger. Et ils se disputaient les mêmes proies, les baleines à fanon, les dauphins et les phoques. Et dans la lutte pour capturer des proies plus petites et rapides, les grands blancs ont été les vainqueurs. Les lieux de reproduction du mégalodon auraient également été perturbés. Ces bébés vivaient dans des eaux peu profondes. À mesure que le niveau de la mer oscillait, ces eaux peu profondes auraient monté puis redescendu de manière imprévisible. Elles ne fournissaient plus un endroit sûr pour la survie des bébés mégalodons. Pendant ce temps, les énormes besoins énergétiques du mégalodon, notamment pour maintenir sa température corporelle interne élevée, ne diminuaient pas. C'est donc ce qui a conduit à l'extinction du mégalodon. Trop grand pour survivre, trop de concurrence et trop peu de nourriture. C'est fou que ce prédateur suprême soit essentiellement mort de faim. Mais pourrions-nous réécrire l'histoire? Le mégalodon aurait-il pu, d'une manière ou d'une autre, survivre jusqu'à nos jours? Imaginons un scénario dans lequel le mégalodon aurait évolué pour devenir plus grand et plus puissant que jamais. Pour que le mégalodon survive, peut-être devrions-nous envisager ce qui se passerait si l'ère glaciaire avait été évitée complètement. Les périodes glaciaires sont déclenchées par plusieurs facteurs. L'un des principaux est la distance entre notre planète et le Soleil. Cela a un impact sur la quantité de chaleur que la Terre reçoit. Ensuite, il y a des changements dans la tectonique des plaques, affectant le mouvement des masses terrestres et le flux des courants océaniques. Et si cette ère glaciaire n'avait jamais eu lieu? D'énormes éruptions volcaniques auraient pu réchauffer la Terre. Cela se produit s'il rejette de grandes quantités de gaz à effet de serre, comme la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors, qu'en est-il du type d'action volcanique qui a conduit à un pic de chaleur massif il y a 56 millions d'années? À cette époque, la Terre est soudainement devenue très chaude. D'énormes quantités de dioxyde de carbone ont pénétré dans l'atmosphère, augmentant la température d'environ 8 degrés. Les mers sont également devenues incroyablement chaudes. Sous les tropiques, c'était comme un bain chaud, avec des températures autour des 38 degrés. Mais peut-être que cela aurait pu empêcher l'ère glaciaire. Mais d'un autre côté, ce pic de chaleur a également provoqué l'extinction de nombreuses autres espèces. Il n'est donc pas certain que cette solution aurait permis de sauver le mégalodon. Nous allons donc devoir chercher un autre miracle pour sauver le mégalodon. Aurait-il pu survivre à l'ère glaciaire d'une autre manière? Après tout, beaucoup d'autres espèces l'ont fait, comme les grands requins blancs et les baleines grises par exemple. Alors, y a-t-il des adaptations que le mégalodon aurait pu emprunter pour traverser cette période? Le mégalodon avait du mal à rivaliser avec les grands requins blancs pour la nourriture, en raison de sa taille. Les besoins métaboliques du mégalodon étaient nettement plus élevés pour qu'il puisse maintenir son poids. Cela le rendait moins agile que le requin blanc. La solution? Le mégalodon aurait dû s'adapter à son époque, peut-être en rétrécissant un peu. Peut-être que le mégalodon aurait pu suivre l'exemple de certaines espèces de raies. Il s'agit d'un autre poisson fait de cartilage, tout comme le mégalodon. Les raies d'hiver vivant au Canada ont réduit leur taille de 45% en réponse à une augmentation de 10 degrés de la température de l'eau. Et cela ne leur a pas pris des millions d'années.
elles se sont adaptées en seulement 7000 ans. Il s'agissait d'une réponse aux changements environnementaux et non du résultat d'une sélection naturelle progressive. Et les requins possèdent peut-être déjà dans leur génome les clés pour réaliser ce type d'adaptation. Certains requins ont de très grands génomes contenant des caractéristiques qu'ils peuvent utiliser quand ils en ont besoin. Un peu comme un extincteur rangé dans une boîte en verre, prêt à être utilisé en cas d'urgence. Supposons donc que notre mégalodon ait ce type de génome. Bon, lorsque les glaces ont commencé à s'étendre, notre mégalodon a rétréci. Il est maintenant 55% plus petit qu'il ne l'était. Ne vous inquiétez pas, ce changement ne va pas durer éternellement. C'est juste une adaptation que le mégalodon fera pour traverser l'ère glaciaire. Maintenant qu'il est plus petit, ses besoins en énergie sont plus faibles et il est capable de rivaliser avec ses grands requins blancs. Je vous ai dit plus tôt que le mégalodon adulte était une créature solitaire, ce qui fonctionnait bien lorsqu'il était immense, capable de frapper d'autres grandes proies avec son poids supérieur. Maintenant que nous l'avons un peu réduit, il va avoir besoin d'autres stratégies. Pour aider davantage notre mégalodon à survivre, prenons exemple sur les orques. Ils vont former un groupe. Peut-être que le mégalodon imiterait une caractéristique comportementale des orques migratrices. Celles-ci forment de petits groupes pouvant compter jusqu'à 5 individus, qui sont principalement axés sur la chasse. Cela serait conforme à la nature solitaire du mégalodon adulte, tout en incorporant une caractéristique comportementale qui l'aiderait à survivre. Et pendant qu'il se regroupe, il diversifie aussi son alimentation. Fini l'époque où les baleines à fanon étaient ses seules proies. Le mégalodon va désormais se nourrir de calmars, de poissons et de tout autre animal marin qu'il va trouver. Cette diversification alimentaire a aidé les orques à survivre à la dernière période glaciaire. Et cela aidera aussi notre mégalodon à s'en sortir. Les requins ont en fait un système digestif extrêmement efficace qui utilise presque tout ce qu'ils mangent. En raison de cette caractéristique, leur excrément ressemble principalement à de la glu. C'est tout ce qui reste à la fin de la digestion après avoir extrait tous les nutriments. Et maintenant, la glu du mégalodon va avoir encore plus de variété. Ensuite, rendons notre mégalodon omnivore. C'est un trait que nous prendrons du requin-marteau Tiburo. Ainsi, de temps en temps, le mégalodon pourrait manger des algues en cas de nécessité. Nous avons maintenant un mégalodon plus petit, qui chasse en meute et a un régime alimentaire plus diversifié. Ce mégalodon est mieux adapté pour repousser la concurrence des grands requins blancs. Et à mesure que les baleines à fanon disparaissent, il y a d'autres choses à manger. Bon, les chances de survie du mégalodon s'améliorent. Mais il y a encore une adaptation que nous devons apporter. Nous allons donner au mégalodon une caractéristique supplémentaire pour l'aider dans les eaux plus froides. Il avait déjà le sang partiellement chaud, mais il préférait clairement les eaux subtropicales chaudes. Une adaptation à l'eau froide l'aiderait certainement à survivre aux futures périodes glaciaires. Inspirons-nous une fois de plus des baleines et dotons notre mégalodon d'une épaisse couche de graisse pour l'isoler dans les eaux glacées. Est-ce suffisant? Eh bien, presque. Peut-être juste une dernière chose. Pendant la période glaciaire du Pléistocène, les bébés mégalodons ont souffert lorsque l'eau s'est retirée des pouponnières côtières. Il pourrait donc être nécessaire de revoir l'endroit où le mégalodon met bas à ses bébés. Pour cela, empruntons un secret au requin blanc. L'endroit où il donne naissance reste encore un mystère pour les scientifiques. Il existe des théories selon lesquelles les requins blancs le font loin au large. Cette caractéristique aurait rendu leurs bébés moins vulnérables au littoral, changeant au fur et à mesure que les périodes glaciaires se succédaient. Si le mégalodon pouvait adopter cette caractéristique, cela assurerait la survie de la prochaine génération. Bon, je pense que notre nouveau mégalodon, appelons Mégalodon 2.0, est désormais équipé pour affronter à peu près tout ce que Mère Nature lui réserve. Il est temps de monter dans la machine à remonter le temps et de voir comment ce mégalodon 2.0 se débrouille pendant l'ère glaciaire. Ensuite, nous reviendrons à notre époque moderne. Il y a 2,6 millions d'années. Au cours des 7000 prochaines années, le mégalodon, grâce à son nouveau génome plus flexible, s'appuiera sur des caractéristiques spécifiques pour réduire sa taille. Il est maintenant à environ 50% de sa taille d'origine, toujours plus grand que les grands requins blancs, mais avec des besoins alimentaires et énergétiques plus faibles qu'auparavant. Les baleines à fanon ont disparu, mais le mégalodon est heureux de croquer n'importe quelle créature. Les calmars et les phoques sont des proies faciles. Les grands blancs découvrent que leur vieil ennemi est désormais plus petit et plus agile.
ils sont surpris de voir que le mégalodon chasse maintenant en groupe de 4 ou 5. Les grands blancs ne peuvent pas s'approcher, car un groupe de mégalodons encercle leur proie. Comme autrefois, un coup est porté depuis le dessous. Et puis avant même qu'il n'ait le temps de réagir, les autres mégalodons se jettent sur la victime désespérée, la déchirant en morceaux. Le grand blanc sont les perdants dans le face-à-face avec le mégalodon 2.0. Ils choisissent leurs emplacements, mais restent à l'écart de la concurrence directe pour survivre. Au fur et à mesure que l'ère du Pléistocène progresse, la Terre traverse plusieurs cycles de glaciation. En plus de son sang chaud partiel, la nouvelle couche de graisse du mégalodon 2.0 lui permet de survivre au refroidissement des océans. Au plus fort de l'ère glaciaire, le mégalodon migre vers les eaux les plus chaudes qu'il peut trouver, autour des tropiques et des subtropiques. C'était une stratégie utilisée par les orques, qui ont survécu dans les eaux plus chaudes autour de l'Afrique pendant la période glaciaire. Au fur et à mesure que les mégalodons de différentes régions du globe migrent vers ces régions pour résister au froid, le pool génétique se diversifie. Il y a 13 000 ans. Alors que la mégafaune disparaît sur Terre en raison du changement climatique et des prédateurs humains, vous pouvez voir que le mégalodon 2.0, le roi des océans, est capable de survivre à ces changements. Adapté aux eaux chaudes et froides, et avec sa nouvelle couche de graisse, il trouve refuge dans les eaux froides profondes pour survivre aux chasseurs humains. Il donne naissance à des bébés dans les profondeurs, loin de la menace humaine. Il y a 11 700 ans. La dernière période glaciaire se termine. Le mégalodon subit un nouveau changement. Son ADN détecte les nouvelles conditions environnementales, signalant qu'il peut à nouveau retrouver sa taille d'origine. En quelques milliers d'années, il double de taille et revient à sa grandeur d'il y a 2,6 millions d'années. Il y a beaucoup de nourriture dans les océans. Sa stratégie de chasse est sans faille et son approche de reproduction secrète assure la survie des nouveaux bébés mégalodons. Les nouvelles générations deviennent plus grandes et plus fortes. Le mégalodon atteint une taille stupéfiante de 30 mètres de long et de 200 tonnes. Et ses dents sont plus longues et plus acérées que jamais. Tous les êtres vivants, que ce soit dans l'océan ou sur Terre, craignent cette créature. Le mégalodon 2.0 est le roi incontesté des océans. Les baleines ne seront pas en mesure d'atteindre la taille qu'elles ont aujourd'hui. Car l'appétit vorace du mégalodon les maintient sous contrôle. Époque moderne. Au 19e et 20e siècle, les humains chassent les baleines. Mais ils apprennent à rester à l'écart du mégalodon. Si des bateaux de chasse s'aventurent trop près, une meute de mégalodons 2.0 se rassemble autour des bateaux et les détruit avec des attaques coordonnées. Les compétences acquises contre les grands requins blancs il y a 2,6 millions d'années sont utiles pour ce prédateur. Aujourd'hui, les humains doivent faire très attention lorsqu'ils se baignent dans l'océan. Vous pourriez être attaqué par un mégalodon 2.0 errant. Ne nagez que dans les zones surveillées par des maîtres nageurs. Mais je ne suis pas sûr qu'il serait d'une grande aide. Le mégalodon 2.0 est quelque peu mal compris. Il ne cible pas les humains par gourmandise. Après tout, il a besoin de 3600 kg de nourriture par jour. Cela signifie qu'il devrait manger 45 à 60 humains pour faire de nous un repas. C'est comme si nous mangions une tonne de bonbons au lieu d'un vrai repas. Cela dit, si l'occasion se présente, un mégalodon ne refusera pas un repas facile. Dans une mer agitée, avec des humains se débattant à la surface, un mégalodon pourrait vous confondre avec un poisson plus petit. Miam. Mais une fois qu'il se rend compte que vous n'êtes pas un poisson, le mégalodon vous laissera probablement et partira chercher quelque chose de plus nutritif. Les bateaux de pêche devront également se tenir à l'écart du mégalodon. Il dominera les meilleurs spots de pêche et n'acceptera pas de concurrence, humaine ou autre. Ce sont les zones que les bateaux de pêche modernes devraient craindre et éviter. Sinon, ils risquent d'être attaqués par un groupe de mégalodons en colère. Cela pourrait également affecter notre capacité à pêcher. Peut-être que les sushis finiraient par disparaître du menu dans certaines parties du monde. Avec une créature aussi dominante que le mégalodon, la pêche pourrait devenir beaucoup plus rare pour nous, les humains. Mais ça, c'est si nous choisissons de ne pas riposter. Avec une bonne technologie, peut-être que nous finirions par chasser les mégalodons. Ou bien, nous resterons simplement à l'écart des zones dans lesquelles ils chassent.
Si le mégalodon existait encore aujourd'hui, il serait au sommet de la chaîne alimentaire marine. En tant que prédateur supérieur, il jouerait un rôle clé dans la régulation des populations de poissons. Mais pourrait-il dominer pour toujours ? La seule chose qui menacerait leur avenir serait la diminution de la nourriture dans nos océans. Avec le changement climatique et l'acidification des océans, la vie marine dont il dépend est en train de disparaître. Mais le niveau de la mer augmente. Les eaux chaudes ne sont plus confinées aux tropiques. La chaleur migre vers le nord et vers le sud. Alors que le Bangladesh pourrait être englouti par la mer aujourd'hui et Venise demain, le mégalodon 2.0 devra-t-il changer ses habitudes alimentaires ? Dans une tournure étrange et complètement inattendue des événements, une espèce de mégalodon va-t-elle se différencier et devenir herbivore, se nourrissant d'algues pour survivre ? Ou va-t-il se diriger vers les eaux chaudes pour attaquer les populations côtières d'humains ? Ou peut-être que les humains devront s'inquiéter d'une créature entièrement nouvelle qui a défié l'extinction. Je parle du Titanoboa. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si